interview d'abord et ensuite rencontre avec le public. Mais auparavant, nous donnons à chaque candidat la possibilité, en 8 à 10 minutes, de définir sa plateforme de façon à permettre aux journalistes qui interviewent ce candidat et aux auditeurs de saisir très rapidement le profil politique de celui avec lequel nous aurons à dialoguer. Pour commencer donc, Leslie, pourrais-tu en 10 minutes nous dire comment les choses vont se passer le 8 février 1988, lorsque le professeur Leslie Manigat, leader du RDNP, aura reçu le champ présidentiel? Bien. Je considère, Jean, cette introduction comme une anticipation et un souhait que j'accueille favorablement, bien sûr. Et je voudrais préciser pour le public, d'abord notre profil de parti, profil d'organisation. Comme on le sait, nous nous sommes définis un rassemblement, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes d'Haïti. Il est important qu'on sache pourquoi nous avons adopté cette appellation et ce pourquoi nous luttons derrière cette appellation. D'abord, on se rend compte tout de suite que nous insistons sur l'idée de rassemblement. Il nous a semblé que dans la société traditionnelle haïtienne qui meurt, qui dépérit et qui doit disparaître à notre avis de toute façon, car le problème est de savoir quelle solution nous allons apporter, quelle substitution nous allons apporter à cette société, mais de toute façon elle s'en va. Il nous a semblé que l'un des premiers points sur lesquels il faut attirer l'attention des Haïtiens, c'est qu'on ne reconstruira pas une autre Haïti plus juste et fraternelle sans un effort de rassemblement, d'unité et de solidarité. C'est à dessein que nous insistons sur le rassemblement, car trop souvent dans ce pays, nous avons privilégié les lignes de clivage, nous avons privilégié les discriminations, nous avons privilégié les facteurs de division. Que ce soit nèg la ville, nèg nan monde, nèg Port-au-Prince, nèg en dehors, que ce soit nèg qui parle français, nèg qui parle créole, que ce soit hélas la vieille et irritante question épidermique, tout autant de vieilles choses que nous devons laisser qui appartiennent à la société traditionnelle et qui doivent mourir avec la société traditionnelle pour que nous construisions une autre Haïti. De la nécessité d'aller par-delà les vieux réflexes diviseurs pour retrouver un facteur rassembleur, la nécessité d'un effort collectif, d'un effort national, de ce que nous appelons dans notre savoir créole tête ensemble. Donc, nous avons toujours été unitaires, nous sommes toujours donné une vocation unitaire et nous espérons bien que le RDNP deviendra le rassemblement du peuple haïtien. Mais ceci dit, rassembler pour quoi faire, sous quelle égide? Et c'est là que je crois se situe notre originalité. Car dès le départ, nous avons dit, dès 1979, en ce qui concerne le RDNP, mais bien avant, en ce qui me concerne, et certains de mes amis, de la lutte que nous avons toujours menée dès les années 50 pour une autre Haïti, nous disons, nous, que 3 idées maîtresses permettent de comprendre la construction que nous voulons faire de notre Haïti. L'idée de démocratie, l'idée de nationalisme et l'idée de progressisme. L'idée de démocratie, c'est pas la peine que je développe. Il y a eu tant de débats sur la démocratie en Haïti. Il y a eu particulièrement ici un excellent forum démocratique. Nous voulons simplement dire que non seulement il s'agit des libertés fondamentales et des libertés formelles, non seulement il s'agit des droits humains, mais il s'agit de 2 points qui nous intéressent plus particulièrement. La participation. Pour nous, il n'y a pas de démocratie sans participation. Donc nous préconisons la démocratie participative. Et surtout, ce point fondamental, élémentaire en sciences politiques, sans doute, mais qu'il faut répéter sans cesse. La démocratie, c'est le système qui permet à un peuple de choisir librement ses dirigeants. Et c'est là que nous insistons. Nous croyons, nous, dans le processus électoral, nous avons toujours cru dans le processus électoral dès le début, même quand il nous arrivait de penser que peut-être une opération à césarienne serait nécessaire pour débarrasser le pays de la dictature, nous disions tout de suite après, il faut rétablir les principes et le nouveau gouvernement devrait être démocratiquement élu. Donc, pour nous, la démocratie, c'est cela. Alors, cette démocratie que nous espérons de toutes nos forces, mais pour laquelle nous travaillons, cette démocratie, nous disons que le peuple haïtien mérite cette démocratie, le peuple haïtien exige cette démocratie, et le peuple haïtien est capable de réussir cette démocratie. Alors maintenant, démocratie, mais
dans quel autre contexte? Pour nous, il s'agit d'une démocratie haïtienne. Nous ne disons pas à l'haïtienne comme d'autres l'avaient dit pour justifier les formes de dictature. Une démocratie haïtienne, ça signifie que nous cherchons la formule la mieux appropriée à nos réalités, mais en respectant les grands principes démocratiques. Démocratie haïtienne, ça signifie qu'il s'agit d'un pays qui est nôtre, dont nous devons avoir la direction parce qu'il est nôtre. Un pays pour lequel nos ancêtres ont souffert, ont lutté, sont morts. Nous avons un héritage, nous avons un intérêt national à promouvoir, nous insistons sur l'intérêt national et nous disons ceci, que particulièrement en vue d'une échéance électorale, c'est au peuple haïtien à choisir librement, souverainement, en toute indépendance, ses futurs dirigeants. Le futur président de la République doit être un président choisi par les Haïtiens en connaissance de cause et non pas un candidat présenté ou inspiré ou propulsé par l'étranger. Ceci me paraît un point fondamental. Et je crois que là, il y a une orientation à donner, car comment peut-on apporter une solution haïtienne au problème haïtien si dès le départ, on a le péché originel d'être parachuté par une puissance étrangère quelconque? Donc, pour nous, le nationalisme veut dire qu'il nous faut au départ promouvoir l'intérêt national, défendre cet intérêt national et situer notre effort de développement dans le cadre de schémas directeurs conçus par les Haïtiens, pour les Haïtiens, accueillant l'aide étrangère, mais dans un cadre défini par nous, selon les besoins définis par nous, et sont des priorités que certes, nous pouvons discuter dans une conversation amicale, amiable. La négociation internationale existe, mais qui ne peuvent pas, ni objectif, ni méthode, ni besoin imposés de l'extérieur à nous autres. Pas de diktat d'où qu'ils viennent. Donc, c'est Haïti que nous aimons. Il faut que nous créions les conditions pour justifier cet amour, c'est-à-dire pour que Haïti nous donne l'occasion d'en être fiers. La dignité haïtienne, la fierté nationale. Mais ceci dit, une société nouvelle que nous voulons ne saurait être construite sur les mêmes lignes de l'ancienne. Car quand on dit développement, le développement est une affaire technique, je proteste. Le développement n'est pas une affaire technique. Car développer, pour quoi faire et pour qui? Car, bien sûr, la technique de développement existe aujourd'hui. Il y a tant de théories, il y a tant de méthodes, il y a tant de programmes autour desquels on peut puiser. On peut même arriver, je crois, entre candidats sérieux, à un consensus technique pour la solution des problèmes haïtiens. Je ne vois pas comment on pourrait définir 10 manières de résoudre le problème agricole haïtien, par exemple. Mais là où intervient la différence, très nettement, c'est au niveau de la conception de la société et de la conception de la politique. Car là, on doit savoir si oui ou non, c'est une finalité sociale qu'on donne au développement. Là, on doit savoir, parce que, écoutez, je peux développer Haïti à l'heure actuelle, et la répartition des richesses aller dans le même sens. Mais le pays sera plus développé, sera à un niveau de production supérieur, mais cependant, les inégalités sociales continueront aussi criantes qu'elles sont aujourd'hui. Alors ça, nous disons non, nous voulons une société juste. Et la justice sociale, par quoi se définit notre progressisme, est un point fondamental d'orientation de l'effort même de développement, même au niveau technique. Car quand on produit, on doit savoir pour qui l'on produit et comment ça va être réparti. Ceci ne veut pas dire du tout que nous allons faire une répartition autoritaire selon des méthodes qui sont chères à cette idéologie. Pas du tout, pas question. Cependant, dans toutes les sociétés d'aujourd'hui, toutes, je dirais, la majeure partie en tout cas des démocraties avancées, il y a suffisamment de réalisation depuis le 19e siècle en matière de justice sociale pour expliquer ce dont nous parlons. Quand on parle de justice distributive, il ne s'agit pas du tout de collectivisation, il ne s'agit pas du tout de partage, il s'agit simplement de souci. Le souci qu'avec une conception sociale de la propriété, on puisse faire en sorte que ceux qui travaillent trouvent dans les conditions et le produit de leur travail des moyens d'existence qui leur permettent de résoudre leurs problèmes de base et d'être heureux, car finalement, et c'est ça la grosse affaire, notre objectif n'est pas la richesse, mais le bonheur. La richesse, nous pourrions courir derrière la richesse, mais à quel niveau arriverions-nous? Que ferions-nous comme distorsion de notre société pour aboutir à une chimère? Car, à moins d'une découverte sensationnelle, je ne peux pas donner comme objectif au peuple haïtien d'être aussi riche en produit national brut que les États-Unis, que la Suisse ou le Canada. Mais par contre, je peux, en organisant un type de société
je peux faire en sorte que même à un niveau plus modeste de produit national brut, le peuple haïtien soit aussi heureux, et je dirais même en ce qui me concerne, c'est ma conviction, plus heureux que les pays les plus développés. Car le bonheur ne se mesure heureusement pas au produit national brut. Alors c'est là, je crois, qu'il y a un point important, c'est le point de la qualité de la vie. Notre objectif n'est pas seulement un objectif qui se fonde sur des méthodes quantitatives, il y a un objectif politique soucieux de la qualité de la vie, soucieux du bonheur du peuple haïtien. Je crois qu'en gros, c'est ce qui explique nos positions fondamentales. Leslie Manigat, merci de cette introduction sur le profil du gouvernement RDNP auquel tu souhaites que le peuple haïtien puisse donner son accord le 29 novembre. Il y a une petite précision que je tiens à apporter à l'auditoire, c'est que dans 35 minutes, très exactement, à 2h50, à 3h moins 10, nous allons ouvrir les micros. Je m'explique. Les auditeurs et les auditrices auront la possibilité de nous appeler au téléphone sur 2 lignes dont nous donnerons les numéros dans quelques secondes. Mais attention, c'est depuis la réouverture de Radio Haïti, il y a une vingtaine de mois, c'est la première fois que notre station ouvre ainsi l'antenne à des coups de téléphone d'auditeurs et d'auditrices. Et étant donné l'expérience accumulée par des stations sœurs, nous pensons que pour éviter la provocation, pour éviter la grossièreté, pour éviter les balourdises, et puis aussi pour éviter le bavardage inutile d'auditeurs qui ont envie de se défouler au téléphone, mais pas de participer à un réel débat, nous organisons aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial, différent de l'antenne libre de certaines stations sœurs. Vous téléphonez, un standard reçoit votre appel, note la question que vous adressez à notre invité du jour, la transfère, cette question, à l'invité qui aura la possibilité d'y répondre. 1 ou 2 fois, nous vous disons, étant donné l'identification que nos standardistes auront fait de l'interlocuteur, il lui sera donné la possibilité de questionner directement. Je dis identification parce que nous avons noté trop souvent, hélas, que des importuns, des gêneurs, et disons le mot, souvent les macoutes, appellent et profitent de l'antenne pour calomnier, pour dire des grossièretés et pour un petit peu exprimer le trop-plein de fiel qu'ils ont sur la conscience. Tout cela, il faut l'éviter, et au cours de notre antenne libre, nous tenterons de discipliner, de canaliser cette pulsion, cette énergie de dialogue avec l'invité du jour. Je crois que la formule peut convenir à Leslie. Tout à fait. Je voulais simplement m'assurer d'une petite précision. Le thème du débat est spécialisé ou c'est un thème général en ce qui concerne les conversations téléphoniques? Est-ce qu'il s'agit du thème de l'agriculture dont nous allons nous entretenir ou bien ils peuvent poser des questions sur n'importe quoi? Voilà. La direction à Radio Haïti, la direction de la salle des nouvelles avait tenté de profiler ces débats de façon à offrir au public une réflexion plus riche sur certains thèmes majeurs des projets de société qui vont nous être offerts. Nous avions choisi agriculture et réforme agraire, investissement et développement industriel, société civile et société archaïque, 4 ou 5 grands thèmes qui permettraient aux différents candidats d'intervenir et de dire comment ils conçoivent ce changement de société auquel nous aspirons, n'est-ce pas, mais sur des points précis. Donc il y aura ainsi, à chaque 3 ou 4 rencontres, un changement de thème. Ce qui permettra aussi à l'un ou l'autre des candidats disponibles, parce que la campagne électorale est une entreprise dévoreuse de temps, à l'un ou l'autre des candidats disponibles de revenir peut-être 1 ou 2 fois ou 3 fois. Ainsi, cela donnera à ceux qui sont plus férus en économie de venir parler d'économie agricole et d'économie industrielle. Vous voyez donc qu'il y a là une sorte de flexibilité permettant à ceux qui se sentent plus à l'aise dans tel ou tel sujet d'intervenir 1, 2 ou 3 fois. Voilà. En gros, cet après-midi, nous aurions demandé à notre auditoire
d'intervenir sur la question agraire, sur la question du développement agricole, sur la question de la réforme ou de la révolution agraire, ou, selon l'idéologie, sur la question de la modernisation agricole du pays. Appelez-la comme vous voulez, n'est-ce pas? Mais si d'aventure une ou deux questions de politique générale se glissent, je ne crois pas que les Slimanigas se déroberaient à une réponse idoine. Alors là, mon cher Jean, pas du tout. Je voulais simplement que ce soit précisé les règles du jeu. Moi, personnellement, je suis disposé à revenir pour d'autres thèmes, bien sûr, comme tu l'as signalé. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, les questions qu'on veut me poser, je suis disposé à les écouter et à y répondre, même s'il ne s'agit pas du thème spécialisé de cet après-midi. Je suis ouvert et disponible. Alors, la question ce soir, c'est d'essayer de savoir ce que le RDNP et le candidat à la présidence, les Slimanigas, ont dans leur diacoute pour le développement de l'agriculture haïtienne. Il y a là, je vous le signale, un ouvrage, un opuscule, distribué par le RDNP depuis quelque temps, et qui comporte un volet agricole. Je crois qu'il serait bon que Leslie lui-même puisse nous donner en 3 minutes un résumé de la position de son parti sur la révolution agraire qu'il tente de préconiser, et ensuite je lui poserai quelques questions sur ce projet agricole du RDNP. Bien. D'abord, il faut dire que nos préoccupations sur la question agraire remontent à fort loin. Je me souviens que dans les années 50, je participais à toute une campagne pour l'étude et l'établissement d'un crédit rural dans le cadre du bureau de crédit rural supervisé. Donc Hervé Laurent avait alors l'initiative et la direction. Depuis lors, cette préoccupation pour la question agraire s'est maintenue à travers même des ouvrages d'histoire, puisque l'on sait que j'ai écrit sur la politique agraire d'Alexandre Pétion. Et ensuite, quand nous avons fondé le RDNP en 1979, l'une de nos premières préoccupations a été de réunir les techniciens pour étudier les problèmes de développement chez nous, la conférence de Caracas de juillet 80, et une forte partie de l'agenda de la conférence a été consacrée à la question agraire. Pour nous, qu'est-ce que c'est quand on parle de réforme agraire en Haïti, de problèmes de développement rural? D'abord, il faut partir d'une constatation et ensuite d'une conception. D'une constatation qui est élémentaire, qui est banale. Nous sommes un pays agricole. Je ne dis pas, comme on le répète, un pays à vocation agricole. Ça peut-être c'est la même chose. Mais nous constatons que nous sommes un pays agricole. L'agriculture, par exemple, est responsable du tiers du produit intérieur brut du pays, de la moitié de nos exportations et de 70% des emplois. Donc, il s'agit là d'un secteur extrêmement important. En outre, une conception. La conception qui est la nôtre est qu'il faut donner une priorité stratégique à l'agriculture quand on parle de développement. Et là, j'insiste sur cela parce que les gens croient qu'il suffit de dire l'agriculture résout tous les problèmes. Nous ne le pensons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que le premier et le dernier mot du développement, c'est l'agriculture, l'alpha et l'oméga, et qu'il faut dire, comme autrefois, en Europe médiévale et en Europe moderne, l'agriculture d'abord, l'agriculture encore, l'agriculture ensuite, l'agriculture enfin. Nous ne le croyons pas. Nous disons, nous, priorité stratégique à l'agriculture. Mais ce qui signifie que s'il y a une priorité stratégique, c'est-à-dire pour l'action de développement, il y a autre chose qui doit venir après. Et c'est autre chose qui doit venir après que nous considérons, nous, comme le moteur du développement véritable. Donc pour nous, l'agriculture se situe à la base. Ce sont les fondations, c'est la première étape à la fois chronologique, logique et stratégique. Maintenant, ce problème que nous posons de cette façon, la nécessité d'une modernisation agricole comme préalable à un véritable développement du pays, comment nous le voyons? Dans notre programme qui s'appelle Changer la vie, un opuscule, comme je l'ai signalé, de 86 pages, nous disons ceci: il y a un certain nombre de problèmes de base de l'agriculture haïtienne, problèmes de géographie physique, problèmes agraires, problèmes de ressources naturelles, problèmes techniques, problèmes institutionnels, problèmes de production et problèmes sociaux. Cet ensemble de problèmes qui explique pourquoi la question agricole est complexe chez nous. Problème de géographie physique du fait de la topographie, 4/5 du pays montagneux, les pentes de l'ordre supérieur à 20%, que 63% du territoire, le climat, sécheresse, régime des pluies, cyclones, etc. Problème agraire qualitatif, l'insécurité de la tenue. Quantitatif, le problème du lopin, le problème de la micropropriété, et qui est un problème très grave à cause non seulement du morcellement, mais aussi du porcellement. Problème de ressources, en ce qui concerne le sol, l'érosion, en ce qui concerne les bois, la déforestation, en ce qui concerne l'eau.
en ce qui concerne la faune terrestre et marine. Problème technique, du fait de l'outillage qui est resté médiéval, du fait des problèmes de commercialisation qui ne sont pas résolus, du problème du stockage qui nous fait perdre un quart de la production agricole par suite de l'imperfection des méthodes et des procédés de stockage. Problème institutionnel, puisque nous avons un ministère qui s'en occupe, mais dans un effort qui n'est pas l'effort coordinateur dont on a besoin, puisque d'autres ministères s'en occupent, des ONG s'en occupent, et les institutions publiques s'en occupent. Problème de production qui est un problème capital. Il n'a qu'à voir la courbe de la production agricole haïtienne. Déficit alimentaire. Nous sommes bien loin de l'époque où Denis Vardelhomme parlait du bonheur vivrier qu'il avait constaté de la campagne haïtienne. Et surtout, je dirais, la gravité extrême, notre insignifiance. Nous appelons pas le mot parce que nous disons la vérité, nous, aux Haïtiens. Notre insignifiance dans les relations économiques internationales. Car nous ne sommes pas présents vraiment dans les échanges internationaux. Donc, pour la production de café, qui est ridicule par rapport à la production de pays comme la Côte d'Ivoire, venus longtemps après nous. La production de sucre, où nous avons disparu, puisque nous importons du sucre tout en ayant l'air de l'exporter. La production de cacao, où nous sommes déficitaires. Enfin, bref, même le vétiver, où nous occupons une excellente place, plus de 70% du marché américain, nous sommes passés au tiers. Donc, il y a là une tendance générale au déclin de la production qui indique la crise agricole alors que notre population augmente. Et puis alors des problèmes sociaux qui en découlent. Problème d'abord de structure socio-économique, puisque à la campagne aussi, il faut faire la différence. On ne peut pas dire le monde rural, il y a la diversité du monde rural. Je n'insiste pas tellement sur les grands dons qui font l'objet d'une littérature, de l'attention privilégiée d'une certaine littérature. Je vois plutôt le problème des petits paysans, le problème des métayers, le problème des spéculateurs. On ensemble de problèmes qui lient à la situation socio-économique, et puis surtout, arrivons à la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture? C'est cette activité qui permet d'une part de nourrir la population, or la population n'est pas nourrie. La faim tenaille l'haïtien, nous n'arrivons pas à l'objectif élémentaire de nourrir notre population. Ensuite, évidemment, de fournir une matière première à l'industrie. Or, à cet égard, nous sommes également déficitaires. Les autres pays nés après nous l'emportent de loin en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire. Et puis l'exportation, nous avons déjà dit, notre insignifiance. Si bien que, il y a là un ensemble de problèmes qu'il nous faut attaquer dans le sens de la modernisation. D'autant plus que, non seulement, là encore, notre souci est quantitatif, mais il est qualitatif. La qualité de la vie rurale, en ce qui concerne le logement, la santé, la vie, la culture, etc. Et ajouter enfin le signe majeur de la crise agricole haïtienne, de la crise du système traditionnel haïtien dans le monde rural, qui en était le pivot, l'exode. L'exode rural, parce que l'Européen ne peut plus soutenir la famille, impossibilité de rester là-bas. Sinon, on est condamné à mourir de faim. On vient en ville, la monstruosité de Port-au-Prince avec plus d'un million d'habitants, et surtout on va à l'étranger, République dominicaine, les Antilles, les États-Unis, même s'il le faut, pour le risque d'être mangé par les requins. Il y a là donc une tragédie, la tragédie agricole haïtienne, la tragédie rurale haïtienne. Et c'est face à l'ensemble de ces problèmes que nous arrivons avec des propositions en profondeur. Car pour nous, il ne s'agit pas de patcher, comme on dit chez nous, un nœud qui est usagé. Absolument pas. Pour nous, il s'agit de réformes en profondeur, de réformes de structure. C'est pourquoi que nous parlons de changer la vie en Haïti. C'est une expression très forte. Il s'agit d'un autre type de société à construire, en commençant par l'agriculture. Leslie Manigat, il y a là donc une description de la situation de notre agriculture faite par le RDNP avec, dans cet opuscule dont tu parlais, une série de propositions faites par le Rassemblement pour changer la vie agricole. Bon. Premier point sur ce que tu viens d'expliquer, tu as dit qu'il y a, dans la description de cette crise, différents éléments de structure que tu as essayé de définir, et je note au passage un choix. Le choix, tu as dit, il ne s'agit pas de gloser sur les grands dons, mais de s'intéresser aux petits paysans. Hein? Bien. Il y a donc là un choix significatif. On parle beaucoup des grands dons dans une certaine littérature, certes, mais le RDNP dit qu'il préfère s'occuper des petits paysans.
Non, en s'occupant des petits paysans, on s'occupe des grands noms, puisqu'il y a des problèmes relationnels. Mais simplement parce que le petit paysan est la réalité dominante du pays. Qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas de faire des constructions théoriques, il s'agit de voir de la réalité haïtienne. Or, toutes les statistiques que nous avons d'enquêtes faites dans le milieu rural nous montrent que ce sont les exploitations agricoles, les petites exploitations agricoles qui sont de loin la dominante, non seulement en nombre d'exploitations, mais également, et j'insiste là-dessus, en superficie cultivée. Car c'est là le gros problème de l'ancien débat. On nous faisait croire que c'était le nombre des exploitations et pas la superficie cultivée. Oh non, les recensements sont là et ils sont confirmés par d'autres enquêtes récentes. C'est le petit paysan, la petite exploitation. Et non seulement la catégorie dominante au niveau du nombre des exploitations, mais au niveau de la superficie. Autrement dit, c'est la réalité dominante du peuple haïtien. Si on veut caractériser Haïti, il faut caractériser Haïti comme une société paysanne, une société de petites exploitations. C'est évident. Donc, quand nous centrons le problème sur la réalité dominante, ceci nous permet, à partir de cette réalité dominante, de voir maintenant les aspects économiques, socio-techniques, y compris des aspects sociaux, c'est-à-dire les rapports avec ceux qui ont déjà des terres plus en étendue supérieure, c'est-à-dire ce qu'une certaine littérature appelle les grands dons. Bon, j'en conviens tout de suite. Et je pense que là, il y a une mise en lumière du paysage agraire qu'il est intéressant de poursuivre. Cependant, la question de la micro-exploitation, placée sous cette lumière, ne résout pas le problème de la situation du petit paysan lui-même. Est-il propriétaire, première question. Deuxième question, quels sont ses rapports sur le terrain, ses rapports de production avec celui qui serait propriétaire, d'une part, ou celui qui est chargé dans la structure paysanne actuelle de lui avancer de l'argent, de lui donner du crédit, d'acheter sa récolte. C'est là la question que je pose à la lumière de quelques considérations de ce programme du RDNP concernant, et je cite, la nécessité d'un remembrement et de l'installation de coopératives. Il est clair dans le texte du RDNP que celui-ci préconise, propose le remembrement et, parallèlement, la coopérative. Comment vois-tu les choses, bon, est-ce que tu me permets peut-être légèrement non pas de corriger ta question, mais de la poser d'une autre façon. Non pas le remembrement et la coopérative, le remembrement par la coopérative, ce qui est complètement différent, évidemment. Bon, nous posons le problème au départ. De quoi s'agit-il, au fond? Quand on parle de l'assiette agraire haïtienne, quelle est la réalité dominante? C'est la micropropriété. Bien. Cette micropropriété arrive à un niveau alarmant. Micropropriété ou micro-exploitation? Les deux. Les deux. Nous y arrivons. Nous allons voir. Peut-être un petit distinguo. Nous allons voir, parce qu'il y a une réalité de la propriété et il y a une réalité aussi de l'occupation des sols. Bon. Mais alors, je vais y arriver, puisque nous allons parler de la sécurité agraire. Pour l'instant, regardons la taille des exploitations. La taille des exploitations, nous avons donc une réalité à savoir que la taille de l'exploitation est extrêmement petite, incapable de répondre non seulement aux besoins d'une famille, mais aussi phénomène important à la compétition internationale. C'est l'un des drames d'Haïti d'ailleurs précisément. Alors, maintenant, quand on parle de réforme agraire, de quoi s'agit-il? Il s'agit de distinguer les régions et les sols. Et c'est là une position fondamentale du RDNP. Nous ne parlons pas de réforme agraire en termes doctrinaires. Nous parlons de réforme agraire en termes réalistes. Dans une région où en Haïti dominerait la grande propriété, nous pourrions sans hésiter, et nous le disons d'ailleurs dans le programme, nous inspirer de réformes agraires de type distributif, de manière à arriver à la justice agraire et donc à une préoccupation sociale. Il n'y a pas de doute à cet égard. C'est notre position. Mais nous disons ceci, qu'on ne peut pas dire pour l'ensemble du territoire haïtien, pour l'ensemble des régions haïtiennes, que la structure agraire est la même, et que donc nous allons faire comme en Amérique latine, où il y a les latifundias, des haciendas, une réforme agraire distributive. Nous disons, dans certaines régions du pays, il faudra faire une réforme agraire distributive, là où il y a des terres de l'État, par exemple, non cultivées, ou là où il y a des terres de particuliers qui ne cultivent pas ces terres. Bon, cependant, quand on a une réalité différente, savoir la micro-exploitation, pour réciter dans le cadre de ce que nous disons maintenant, éviter une polémique prématurée. Eh bien, à ce moment-là, c'est normal que le souci va être comment
avoir une unité de production qui puisse donner un rendement en termes modernes, tout en respectant, et c'est ça qui est important quand tu soulignes le mot gouvernement, je précise, tout en respectant la petite propriété paysanne, car il ne s'agit pas pour nous de transformer l'agriculture paysanne haïtienne en je ne sais quelle entreprise agricole à l'américaine en dépossédant le petit paysan, pas du tout. C'est pourquoi je dis le remembrement par la coopérative. C'est ce que nous appelons un remembrement fictif, inspiré de l'exemple d'ailleurs à l'origine italien. Le problème est le suivant. Les unités d'exploitation sont trop petites. Le paysan propriétaire, il ne s'agit pas de le déposséder, alors qu'est-ce qu'on fait? On regroupe des unités en coopérative pour avoir une unité plus large, donc plus rentable, plus compétitive, et à partir du produit, on tient compte de deux contributions fondamentales. D'une part, la terre, l'étendue, la taille de celui qui contribue, de l'associé, et deuxièmement, son travail. Il y a là quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que ça nous introduit dans le monde de la coopérative. Non pas comme un monde adventiste, non pas comme un monde secondaire, mais comme un monde moteur de la modernisation rurale haïtienne. Et c'est là que je crois qu'il est important pour nous, quand nous parlons d'économie en général, nous parlons d'économie mixte, nous disons secteur d'initiative privée qui nous paraît indispensable. Attention, nous sommes fermes là-dessus. Secteur coopératif qui nous paraît essentiel en ce qui concerne l'avenir d'Haïti, compte tenu des réalités existantes, et un secteur d'État. Bien sûr, un secteur d'État, pourquoi pas? Parce qu'il y a la nécessité aussi pour l'État, dans le domaine agricole, non pas seulement de jouer un rôle de contrôle. PNP, cependant. Le mot coopérative n'est pas nouveau en Haïti, la chose non plus. Il y a une quarantaine d'années qu'on en parle, qu'on travaille là-dessus. Il y a même un Conseil national de la coopération, des lois sur les coopératives et des coopératives qui sont installées un peu partout dans le pays. Le RDNP a-t-il fait un bilan de ce mouvement coopératif de façon à permettre de démarrer pas à zéro, mais à partir de ce qui est déjà acquis? Mon cher Jean, nous nous intéressons au phénomène coopératif en Haïti des années 50. Et nous sommes de la petite équipe avec les Joseph Châtelain, avec les Pierre Covin, avec les Rudi Laroche. La petite équipe nous a intéressé très tôt, les années 50, au mouvement coopératif. Rudi Laroche, personne ne peut lui enlever son mérite. C'est lui, le père de la chose, n'est-ce pas? Pour nous, en tout cas, notre équipe. Et il nous a initiés au mouvement coopératif haïtien des années 50. Et par exemple, nous avons été des fervents de la coopérative de Fermat, qui était un des exemples à l'époque qu'on développait pour voir de quelle mesure cette coopérative pilote pourrait répondre aux besoins coopératifs. Depuis lors, on a continué à s'intéresser à toutes les formes de coopératives possibles en Haïti. En Haïti d'abord avant notre départ forcé, puis à l'étranger, nous documentons sur la coopérative. Et à mon retour, j'ai pris contact avec les membres, dirigeants du Conseil national de la coopérative. Ils nous avons régulièrement leurs bulletins, nous avons leurs publications, si bien que nous nous sommes documentés sur la coopérative en Haïti, le mouvement coopératif, et nous disons ceci. Il y a des problèmes, c'est entendu. Mais les problèmes ne viennent pas de la coopérative en tant que réalité économique et sociale, en tant que formule de développement agricole. Mais les problèmes viennent de l'organisation générale de la société, d'une part, et de ce qui pour nous est frappant, est évident, de l'absence d'une volonté politique de faire de la coopérative un élément essentiel du faciès agricole et du faciès rural haïtien. Car quand nous parlons de coopérative, il ne s'agit pas seulement de la formule associative, il s'agit véritablement de tout un paquet de modernisation agricole, parce qu'avec la coopérative, qu'est-ce que nous avons? Nous posons bien sûr le problème agraire, le problème de la réforme agraire, parce qu'il faut bien qu'on situe d'abord le statut de la propriété si on veut faire une coopérative valable. Ça c'est clair. Donc au point de départ, en amont, il y a la réforme agraire. Mais attention, il y a aussi dans la coopérative tout le problème de l'irrigation, qui est le problème capital en Haïti. On ne peut pas concevoir la coopérative simplement on forme une coopérative, le paysan se débrouille, c'est pas du tout. Il faut une politique agricole liée à la coopérative. Il y a l'irrigation, il y a les semences sélectionnées, bien sûr, il y a l'outillage agricole, il y a les pistes agricoles, il y a le fameux problème du crédit rural, il y a le fameux problème des prix agricoles, il y a le fameux problème de la commercialisation, il y a le problème de la qualité de la vie rurale et des motivations, et finalement il y a le problème de l'insertion du développement rural dans un développement général. Autrement dit, pour nous, la coopérative, c'est le moyen d'attaque d'un développement qui est plus qu'un développement agricole, un développement rural. Mais nous allons même beaucoup plus loin. Je m'excuse d'insister sur cet aspect parce qu'il me faudrait aussi insister sur la nécessité
du secteur privé de l'agriculture, car ça aussi, nous sommes d'accord à cet égard. Mais comme je pose la question sur la coopérative particulièrement, pour nous, le mouvement coopératif doit s'étendre, se prolonger au-delà de la production agricole et entrer dans le domaine industriel. Nous voyons fort bien, nous le disons, une coopérative assez forte pour se lancer dans la transformation des produits agricoles. Donc il y a là quelque chose pour nous qui est important. Pour nous, nous ne limitons pas la coopérative, mais attention, il est évident que pour nous, on ne va pas non plus faire de la coopérative une sorte de panacée qui va automatiquement résoudre tous les problèmes haïtiens. Ça, c'est évident que non. Écoutez, on a vu à l'extérieur, à l'étranger, dans les réformes agraires les plus hardies, comment la coopérative elle-même aussi a buté contre certaines difficultés d'ordre psychologique, d'ordre mental, d'ordre de culture rurale traditionnelle, d'ordre technique. Alors, si l'on veut bien comprendre notre propos, pour nous, la politique agricole est un ensemble. Il faut attaquer sur tous les fronts, depuis la réforme agraire jusqu'à la commercialisation du produit. En passant par le stockage, en passant par l'outillage. Prenons un point, l'outillage. Bon, l'outillage haïtien, écoutez, c'est encore la roue et la serpette. Moi, j'avoue que dans mes études d'histoire économique à Sorbonne, nous retrouvons la roue et la serpette quand il s'agit des aluminiums du Moyen-Âge, des gazous du Moyen-Âge. Parce qu'on a abandonné la roue et la serpette depuis déjà longtemps. Or, nous, c'est encore l'instrument aratoire principal. Un seul gouvernement, à ma connaissance, je dis à ma connaissance parce que je ne prétends pas tout connaître de tout, mais à ma connaissance de mes recherches d'histoire, un seul gouvernement s'est vraiment donné la peine d'insister sur la modernisation du théâtre agricole, au point d'écrire à Clarkson et à Wilberforce pour lui dire, il nous faut des charrues en Haïti pour dépasser le stade de la roue. C'est le gouvernement de Christophe. C'est le seul texte que j'ai trouvé très net et très clair à cet égard d'une politique qui veut substituer à la roue la charrue moderne de son époque. On a trouvé d'autres gouvernements qui ont exprimé le souci de leur discours. Oui, y compris d'ailleurs, je le cite à dessein, le gouvernement de Salomon, quand il parlait aussi des semences à moderniser, ce qu'il nous faut d'ailleurs, certains produits, certaines variétés qu'on n'avait pas en Haïti. Mais ce n'est pas là mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut passer du stade de la roue à un stade d'outil agricole plus moderne. Alors quoi? Il y a deux solutions possibles. Ou la solution graduelle, préconisée par exemple par un homme comme Métayer, Mazoyer, la bonne homme français Mazoyer, qui préconise un passage graduel. Il dit on ne peut pas passer de la roue à la mécanisation moderne, il faut passer par des formules intermédiaires, des étapes intermédiaires qui associent l'attelage d'abord, la charrue, le plus élaboré ensuite, finalement la motorisation. Et il y a au contraire, en suivant l'exemple asiatique, le passage directement de la roue, non pas au tracteur. Nous avons un sentiment de gigantisme en Haïti qui est ridicule par rapport à nos réalités, non. Mais par rapport, on peut passer aux motoculteurs individuels, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme je l'ai vu moi-même pendant une semaine, quand j'ai été observé de près l'expérience taïwanaise. À Taïwan, il y a le motoculteur individuel qui permet aux petits paysans de travailler sur sa terre et d'avoir un rendement qui est considérable. Car insistons sur la question du rendement à propos de l'outillage. Moi, nous avons fait une expérience, nous, dans les années 50, avec le groupe Châtelain, Couvin, et disons d'abord La Roche, il faut commencer par lui. Nous avons fait une expérience intéressante, à savoir qu'on pouvait, d'après notre évaluation, multiplier le rendement agricole haïtien de 1 à 6 par une politique de modernisation agricole. Et tout récemment, je disais ça à un industriel qui a un projet d'ailleurs d'industrialisation agricole en fonctionnement, et il m'a dit, mais l'estime, mon cher, dans ma région, mon environnement a amené le paysan à multiplier son rendement de 1 à 8, autrement dit plus fort que nous. Or, j'ai vu dans des textes plus récents que le rendement pouvait sans problème passer de 1 à 4. Donc nous prenons la moyenne qui était la nôtre à 50, passer de 1 à 6, faire passer le rendement agricole de 1 à 6, ce n'est pas peu dire, ce n'est pas peu. C'est l'archaïsme même de notre système agricole nous permet d'être optimistes quant à la possibilité d'aboutir à une modernisation qui nous permet de faire un bond. Oui. Ceci dit, j'ai insisté sur l'outillage agricole, mais il y a également d'autres aspects intéressants, le problème du crédit rural. Le problème des intermédiaires, les fameux spéculateurs, qui est un problème réel. Le problème de la commercialisation, des prix agricoles. Alors là, je veux faire une parenthèse sur cette question parce qu'elle me paraît importante. Nous n'avons pas parcouru le pays dans tous les sens au cours de cette campagne électorale. J'ai été dans les coins les plus reculés du pays. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que dans certaines régions du pays, selon la nature des produits, le souci majeur du paysan est le problème des prix. C'est ça son souci majeur aujourd'hui. Bien sûr, il y a l'irrigation, tout ce que nous avons vu, mais j'ai été frappé du fait que le paysan est presque découragé de certaines régions de faire même la récolte à cause des prix.
Mais voici un gros problème. Comment pouvons-nous aborder ce problème? Nous pouvons l'aborder sur le plan national et nous pouvons l'aborder sur le plan international. Nous ne sommes pas maîtres de tout, bien sûr. Sur le plan national, il s'agit pour nous d'avoir une politique qui consiste à obtenir une stabilisation fluctuante des prix. Mais une stabilisation, j'insiste sur stabilisation plutôt que sur fluctuation. Pourquoi nous disons stabilisation fluctuante? C'est parce qu'on ne peut pas empêcher des fluctuations qui sont parfois de l'ordre naturel ou qui sont imposées de l'extérieur. Mais il y a des procédés qui permettent d'établir des matelas compensateurs. On va faire par l'État, bien sûr, de manière à assurer un minimum de prix permettant à l'agriculture d'avoir l'agriculture dans un sens en produisant, mais surtout sur le plan international. Quel est l'intérêt de la Convention de Lomé? Pourquoi nous autres, nous insistons tant pour qu'Haïti fasse partie du système de Lomé? Pourquoi dans mon récent voyage en Europe, j'ai passé une matinée avec la commission technique qui s'occupe d'Haïti à Lomé pour plaider la cause haïtienne juste dans les mois à venir? Parce que la Convention de Lomé a un système qui s'appelle le STABEX. Ce système du STABEX qui est capital pour les pays africains, les pays caraïbes qui participent, les pays du Pacifique, permet à un gouvernement d'avoir des revenus relativement assurés en dépit de la fluctuation des prix des matières premières sur le marché international. Avec ça, on peut faire un budget, avec ça, on peut faire des plans. Alors c'est ça, nous devons entrer dans le système de Lomé. Au moins pour cette raison que nous pourrions bénéficier du système STABEX. Je sais qu'on est en train, à l'heure actuelle, d'envisager comment Haïti pourra bénéficier de ce système. Les négociations sont assez avancées, les plans aussi, les projets aussi, et la question de statut sui generis pour Haïti dans tout ceci, mais je ne vais pas entrer dans les détails techniques pour le grand public. Le problème est le suivant, il y a une nécessité d'empêcher que le pays haïtien soit victime de l'effondrement des prix qui, à ce moment-là, rend son effort absolument inutile. C'est le drame du sucre, mais ça ne s'agit pas d'une production paysanne, mais c'est aussi le drame du café à l'heure actuelle. Et pour ne citer que deux exemples, et il y a là un problème majeur. On ne peut pas laisser le paysan seul face à ce problème, sinon on le décourage, on le désespère. On comprend en écoutant l'Estimaniga qu'il soit intarissable sur la question d'une politique globale, une politique d'ensemble pour le secteur agricole. Cependant, au passage, il y a 2 ou 3 questions, puisqu'il a soulevé la question du riz. Je vais citer le texte « Changer la vie » de l'option du RDNP. Dans le même ordre d'idées, il faut certes privilégier et donc protéger le riz national par rapport au riz de Miami et faire cesser la contrebande de ce dernier. Mais en modulant sur une certaine quantité d'importation régulière du riz de Miami, on peut obliger les producteurs de riz de l'Artibonite à améliorer encore leur rendement et leur qualité pour pouvoir baisser les prix et être plus compétitifs, quitte à les y aider le cas échéant, financièrement et techniquement. Ici encore, on peut, au nom de l'intérêt national, jouer sur les 2 tableaux. Est-ce que le RDNP au pouvoir ne va pas mettre fin à cette contrebande de riz de Miami? D'après ce texte, il n'en est peut-être pas question. Ah non, ce texte est clair. Écoute, tu l'as lu, les auditeurs l'ont entendu. Écoute, tu as bien lu, tu as dit, mais en modulant, attends, il faut, oui, mais et faire cesser la contrebande de ce dernier, le riz de Miami, faire cesser la contrebande de ce dernier. Donc le problème est clair. Non, nous sommes sur un plan plus général. La contrebande ne peut pas être une politique économique. En aucun cas. Nous parlons d'importation. Nous parlons d'importation. Attends. Faire cesser la contrebande du riz de Miami, oui. La phrase suivante, mais en modulant sur une certaine quantité d'importation régulière... D'importation régulière. Il ne s'agit pas de contrebande. Attends. D'importation régulière de riz de Miami... Importation régulière de riz de Miami. Il s'agirait donc que cette importation de riz de Miami soit soumise, comme le sens le plus élémentaire des intérêts nationaux le demanderait, soit soumise à une taxation. Mais c'est évident, c'est pas l'importation régulière. Cependant, la question qui a été posée au ministre de la Tour à plusieurs reprises est la suivante. Quel serait le niveau de cette taxation de façon à permettre à ce riz de Miami, qui n'est pas produit à Miami, c'est une appellation qui n'est pas contrôlée, à ce riz américain, lequel est
subventionnée à tous les niveaux par l'État fédéral, et donc cette subvention de l'État fédéral américain aux producteurs de riz vient donc permettre à ce riz de Miami, entre guillemets, de faire concurrence au riz haïtien. Et c'est là où je crois percevoir une petite contradiction, où il n'y a aucune allusion à cette subvention d'un riz d'importation, dont l'objectif serait justement de permettre au riz haïtien d'améliorer sa productivité. C'est là où je crois qu'il y a un petit peu de flou dans cette pensée à propos du riz. Je ne veux pas te taquiner sur le riz, mais mais le flou n'existe pas. Le flou n'existe pas dans notre texte. Absolument pas dans notre texte, puisque nous sommes clairs à cet égard. Nous ajoutons, vous voyez, on prend beaucoup de précautions, nous, quand nous écrivons, parce que nous avons la responsabilité de ce que nous disons et de l'interprétation qu'on va y donner. Nous disons, en parlant des producteurs haïtiens, elle les aider financièrement et techniquement. Autrement dit, pour nous, il y a une politique du riz à l'égard des producteurs haïtiens où il s'agit pour l'État haïtien de les aider techniquement de manière à augmenter leur rendement et financièrement. Financièrement, écoute mon cher Jean, si tu parles de subvention, je pense bien que tu vois que le mot financier peut couvrir très certainement la réalité de subvention dont tu parles. Non, notre souci est le suivant. Je veux qu'on comprenne notre souci. Notre souci est de satisfaire d'une part la demande locale. Or, jusqu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, à moins que tu nous montres des statistiques différentes, jusqu'à l'heure actuelle, le riz haïtien ne suffit pas pour la consommation locale. Voilà une première réalité. D'où la nécessité, si l'on veut satisfaire ces consommations locales, d'importer de toute façon. Donc il y a une première réalité. Mais la deuxième réalité pour nous est la plus intéressante. C'est pas seulement que nous nous inclinons devant une réalité, à savoir que nous ne produisons pas suffisamment de riz maintenant, alors qu'autrefois, nous exportions du riz. Mais aujourd'hui, nous n'en produisons pas suffisamment pour la consommation, pour le marché national. Donc il nous faut importer. C'est une constatation. Mais deuxièmement, et c'est là qu'il y a plus important, nous allons utiliser la possibilité d'importer de manière à améliorer, à moderniser la culture du riz haïtien. Parce que, comprends bien, le drame de l'économie haïtienne très souvent est que, je ne parle pas de paresse, ce n'est pas une affaire de paresse. Il n'y a pas de stimulant de la compétition. Sans le stimulant de la compétition, on continue à produire de la même façon parce qu'on a quelque chose d'assuré, on continue, je dirais presque une routine de production. Tandis que quand on a le stimulant de la compétition, on est obligé d'améliorer sa position, on est obligé d'améliorer son rendement, on est obligé de suivre les progrès techniques. Puisque nous parlons du riz, je vais te dire quelque chose d'important. Haïti doit être branché sur, par exemple, un institut comme l'Institut international du riz aux Philippines, de manière à suivre tous les progrès qui s'y font et de manière à pouvoir utiliser aussitôt qu'ils ont des résultats tangibles, les progrès qui sont faits de par cet institut de recherche fameux dans le monde entier. Il nous faut être à l'heure de notre monde. Nous n'y sommes pas. Oui, mais nous avons justement une question d'heure à respecter et la difficulté d'être journaliste radio et d'être intervieweur se double en rencontrant Leslie Maniga du danger de tenter de l'interrompre. Et c'est la chose la plus difficile qui existe. Rappelons les numéros de téléphone qui vous permettront de rentrer en contact avec Radio Haïti pour poser des questions à Leslie Maniga. C'est le 733 88 et le 731 11. Appelez le 733 88 et le 731 11 et notre standard vous répondra et vous permettra de poser les questions. Alors, il y a déjà une question. Oui. Juste avant d'y arriver, j'aimerais ajouter un point essentiel. Dans notre programme de développement rural, il y a l'idée originale, et pour nous essentielle, de couvrir le pays d'un réseau de maisons du peuple. Nous y viendrons tout à l'heure. Nous y viendrons tout à l'heure, oui, d'accord, merci. On va y venir tout à l'heure. Bon, alors, la question, il y a une première question posée à Leslie Maniga au téléphone que notre standard a enregistré. Comme je voulais poser aujourd'hui à les deux Leslie Maniga, ça concerne directement une question dont on a parlé en 1960 ou bien en 59 que Leslie Maniga était dans une manifestation devant l'ambassade américaine. Il dirait les Vive du Valier, on va quelconque. Donc, nous demandons Leslie, est-ce que vraiment en 1960 ou bien 59, il était fait une manifestation en faveur de Côte du Valier? Deuxième question, conseil d'avion qui a passé en l'air, la photo, et nous ces photos de Leslie Maniga. Question de demander qui bon Leslie Maniga joignent comme pour faire campagne en l'air, et deuxièmement tout qui bon tout les joignent avion ça. Merci.
Je crois que, Leslie, tu as entendu la première question. J'ai l'impression que la première, on était en train de pas dire, j'ai l'impression que la première porte sur la fameuse accusation lancée par Sylvie Claude. Je crois que j'aurais participé à une manifestation organisée. Organisée. Ouais. Bon. Alors, la question manifestation en faveur de François Duvalier. La question est posée en créole. Il faut que je réponde en créole. Absolument. Bon, d'accord. Bon, bien content que question ça, première question ça a posé, parce que la femme clarifier une fois pour toutes. Question ça. Non, mieux les Sylvie Claude là, son homme que véritablement, il faut l'homme faire très attention à lui. Parce que lui dit ça, il dit sans pas chercher vérifier si c'est vrai ou pas, moi je ça au monde irresponsable. Son homme, moi, qu'on prend au sérieux pendant longtemps, à cause de lutter contre Duvalier, je suis incliné devant courage. Et d'ailleurs, l'un à l'étranger, nous-mêmes, à Caracas, nous apprenons que M. prend position et que la lutter, immédiatement, nous cherchons encore avec lui, nous aider lui, même financièrement, à l'époque, pour dans la lutte qu'il a fait. Donc nous n'avons aucune objection de principe contre lui, mais devant attitude, monsieur, devant déclaration irresponsable, nous obligés de dire un certain nombre de choses qui sont très nettes et très catégoriques. Nous mettons Sylvie Claude au défi, mais au défi formel, de prouver ça le dit. En aucun moment, Leslie Maniga n'a pas jamais organisé manifestation pour Duvalier, voire devant l'ambassade américaine. Je ne pas jamais, dans toute vie, je ne pas jamais mettre ni parole, ni plume au service d'un monde ou d'un gouvernement. Jamais. Mieux que ça, tout le monde connaît, tout le monde qui te vivait POC la connaît, que l'intellectuel qui a organisé une manifestation en faveur de Duvalier, en matière culturelle, dans la Bibliothèque nationale, Vio avec au bout, principalement, c'est un troisième tour qui est encore vivant, qui te vient côté pour me demander si je n'ai pas accepté d'être dans la liste des invitants. Moi, mon gars invité, me dit non. Je me demande est-ce que je n'ai pas accepté participer à la manifestation. La Bibliothèque nationale me dit non. Les invités non me pas paraître là parce que je me refusé. Et les manifestations faites Bibliothèque nationale, effectivement, non me pas paraître non plus. Parce que je a une dignité, une indépendance. Sylvie Claude, c'est un homme qui est irresponsable parce que lui dit de mentir sur n'importe qui monde. Ce n'est pas une seule fois ça arrive, il y a une ambassade qui est obligée de démentir la firme de bail qu'il faut. Ici, à me démentir formellement. Maniga n'a pas rien à voir avec des actions de ce genre. Au contraire, c'est exactement le contraire. Quand tu as fait que Maniga, en certain moment, par contre, si c'est un uniforme ou de qui ça, je pense que ça sont insultes liées. Parce que son intellectuel toujours respectable que bien, toujours respecté tête, je ne vais jamais la femme à coûte à aucun moment de mon existence, je ne vais jamais lier à aucun femme à coûte. Au contraire, je suis toujours contre le macoutisme. Je combat le macoutisme et c'est ça qui fait des victimes du Duvalier, je fais prison sous Duvalier et m'oblige de partir en pays, prendre asile dans l'ambassade et faire 23 ans à l'étranger. Donc, je me qu'on va être très clair et très net. Dans la bataille électorale, ça. Nous que le candidat, il respecte le monde et respecte la vérité. Si vous considérez un adversaire sérieux pour vous, je veux une vérité pour dire. Mais pas chercher mentir pour dire sur moi. Ça, je ne trouve pas bon. Et clairement, avec les peuple haïtien sur ça, attention à la campagne de calomnie ça, qu'a fait contre moi, parce que je ne vais pas jouer l'autre bagaille pour dire. Bon, deuxième question sur avion. Quand on prend pour faire passer avion avec Tracourio sur Port-au-Prince. Ça fait me rire, parce que il y a deux bagailles pour me dire ce question ça. Premièrement, Trac là yo passé yo la guerre moun yo content, moun yo saisi et puis m'entend des correspondants de presse qui dit que moun yo pas content partout nous passer moun yo te content bagaille là, au correspondant de presse dit que pas content, quelque chose de presse qui dit yo déchiré etc. Ce sont des choses extraordinaires. Donc c'est une façon de présenter la réalité qui n'est pas conforme à la réalité dominante. Bon, c'est une. Maintenant affaire avion ça, bonjour tout le monde a saisi ou a fait avion ça. Je comprends qu'affaire avion ça c'est une opération qui coûtait un DLP en pile. Eh bien, ma petite petit bagage qui est très simple. Ou pour le saisir, je sais pas dire, tout le peuple a pas le saisir. Nous avons pour nous bailler en détail. Après faire campagne, nous avons beaucoup ça va dire après faire campagne. Mais pour mettre ça, nous avons en détail l'opération financière. Nous sommes capables de dire dès maintenant. Bien que en précis, on va peut-être le dire, puisque vous ne pouvez pas le dire depuis hier. Son opération qui pas coûté à nous le quart d'un prix d'un Jeep. Moun qui acheté 10, 15, 20 Jeep, yo que de loin, beaucoup plus moyen que nous-mêmes partis opération de faire, parce que pas coûté nous le quart du prix d'une Jeep. Mais en réalité, Haïtien aime exagérer. Parce que photo a sorti sur le ciel, ils imaginent que son paquet l'argent qui fait ça, mais pas du tout. Son problème d'idée, ou problème original. Alors, je vais nous idée, on trouve l'intéressant, on dit comment vous réaliser. On nous comment vous réaliser. Un tel dit, bon, moi-même, je suis capable de faire tel bagaille. Un tel dit, moi-même, je suis capable de faire tel bagaille. Et finalement, bagaille là, revenu à presque rien du tout pour qui ça. Parce qu'on a dévouement, ou un sacrifice, ou une contribution.
Mais si nous prenons aucune affaire de gros argent là-dedans, si nous avons l'argent, nous supposons être à well. Parce que nous-mêmes, là, dans la campagne, nous, là, dans tout le pays, c'est 3 jeeps d'occasion qui circulent, nous-mêmes, là, dans nous avons des autres monde, il y a des caravanes, ou il y a des 17, 18 jeeps, nous n'avons pas gagné. Non, nous n'avons pas gagné moyen. Tout le monde, je vais vous un exemple, Jean. Ça m'a baoul pour sourire un petit peu avec moi. Je vais devant Holiday Inn. Bon, qui va me dire, ah, candidat. Et puis il dit, bon, j'avais mon $100 sur là. Et puis il fait ça, regarder moi. Il dit, ah, c'est au maniga, on met bombe de goud. On dit, peuple, la connaît que nous ne pas chez nous-mêmes. Peuple, la connaît ça très bien. Oui, mais moi, mon petit problème, c'est que, ou dit, on va mais le ville, ou dit que, après campagne, on va mettre tout compte à jour et à clair pour tout le monde. C'est ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que on va dire, côté Cob, campagne en sortie. À côté Cob, nous sommes capables de dire maintenant. Nous n'avons aucun problème sur ça. Nous-mêmes, nous sommes partis qui existaient depuis 8 ans. Nous avons des branches régionales nous avons 24 branches régionales sur 3 continents. Afrique, Europe, Amérique du Nord. Nous avons 7 branches régionales qui contribuent régulièrement chaque mois à financer le mouvement. Je cite Chicago, Montréal, Ottawa, Boston, New York, Washington, Miami. Mais 7 branches régionales haïtiennes membres de l'INP qui régulièrement, chaque mois, vous les t-shirts. Maintenant, j'ajoute ceci. Madame, on va faire me sourire d'ailleurs, il faut me sourire tout. Oui, ça. 7 là, où tu choisi comme quoi? Ou qu'on a 7 là? Mais non, il te l'explique. Bon, ok, c'est le hasard qui boule. Hasard boule avec toujours. Mais c'est Providence avec moi, c'est pas fort. C'est pas moi qui ai inventé. La Providence est avec moi, je suis heureux. Mais je crois en la Providence. Mais je ne parle pas de hasard. Mais c'est pourquoi les 7. Mais c'est pas un hasard banal. Non, quittez le psycho pour ça, c'est 7. C'est parce que, on malheureux qui a travaillé en République dominicaine, il ne peut pas voir l'argent bas où. Ou malheureux qui travaille en Guadeloupe, il ne peut pas voir l'argent facilement bas où, ni régulièrement. Ou malheureux qui travaille en Martinique. Non, nous-mêmes, nous avons des travailleurs en République dominicaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Caracas. C'est une section, ça ne peut pas voir l'argent. Comprenez bien, donc c'est une section aux États-Unis et au Canada, parce que parmi eux, il y a des techniciens professionnels, il y a des médecins, il y a des professeurs d'université, des ingénieurs qui sont capables de faire un sacrifice. C'est seule source financement campagne. Bon, attention bien. Nous disons même pas une source, c'est la source la plus régulière, la source principale. Cependant, ceci dit, et c'est ça me fait que je le dis là, supposez que par exemple, dit mon chien on fait opération avion magnifique, on fait immédiatement, bon, c'est de monde qui dit bon, moi-même capable de ballon ceci, moi-même capable d'offrir, moi-même pour mal distribuer, moi-même capable d'offrir nous, photos pour nous faire de telle sorte que magnifiquement, par des contributions, nous finissons par faire un bagage. Mais par contre, un bagage, alors c'est là où on va le retourner sur moi, on va le sourire sur la Providence là. Mais souris bien sur la Providence là. Nous vivons là, nous dépense pour nous faire urgente dans le mouvement. Nous dit, oh, mes amis, comment vous nous faire dépenser ça? Nous dit, bon, eh bien, mettez à circonstance, il nous faut, disons, par exemple, $500. Au moment où on a parlé, on en parle devant nous, il dit, monsieur, nous, on a fait nous pas bon, nous-mêmes, nous pas un gros financement, moi, $500 me poter. Nous pas me saisir comme ça, madame, regarder exactement ça que nous avons besoin. Il y a des gestes que nous faisons vis-à-vis de nous, c'est entendu. Par exemple, là, nous faisons convention nationale, nous. Il y a des gens qui disent, oh, convention nationale, ça va coûter au paquet l'argent. Bon. Mais bon, bagage très simple. Il faut coûter parce qu'il y a notre question. Mais nous aidez nous. Un tel ba nous papier, un tel ba nous tissu, un tel ba nous tel bagage pour décoration. Moun qui loue nous en tout font un prix spécial pour nous. Donc c'est ainsi que nous arrivons à vivre. Maintenant, on va demander si bon, si supposez qu'on y a comme gros amis. Mon gros ami par exemple, un ancien professeur. Un ancien professeur me dit mon cher moi dans bataille là, et par exemple, combien ça coûtait pour faire 10 000 photos. Me dit par exemple pour faire 10 000 photos, ça coûtait disons $500. Il dit, bon, mon contribution, pas c'est 10 000 photos pour vous. Mais ce sont des choses que nous pouvons recevoir. C'est normal. Ce sont des gestes qui sont faits, soit par des militants, soit par des sympathisants, soit des gens qui pensaient qu'il faut aider nous parce que ça n'a fait à belle, bien, et au dit, il a réussi, soit des amis étrangers qui, par exemple, vont dire, du moins à 10 000 photos. Amis étrangers, organisations étrangères. Non, pas besoin d'entrer sous ça. Pas besoin d'entrer sous ça du tout, Jean. Après, c'est quoi tu bagaille? Nous-mêmes. Non, pas entrer sous ça. Non. Mais essayer. Non. Prendre une déclaration qu'on fait. C'est entendu. Mais quel est ce bagaille? Nous-mêmes. Sous public là. Très bien, mais même c'est quoi tu bagaille? Nous-mêmes, les RDLP. Vos bagages qui caractérisent nous. Et nous le disons à plusieurs reprises. Nous sommes d'une part des nationalistes et d'autre part nous sommes propres.
C'est-à-dire que nous pas non du tout prendre des engagements vis-à-vis soit d'organisations internationales, soit des autorités, soit des monde qui t'a marrer mais nous lier pour nous après demain en Haïti pour nous défendre le peuple, nous pour nous réaliser affaire peuple nous. Son ami, son ancien étudiant par exemple, et c'est ça c'est exemple ça me saute bail là. Son ancien étudiant, me dit professeur c'est étudiant. Un ancien étudiant qui même il dit mon cher m'a faut 10 000 photos, combien ça coûte en Haïti, me dit $500 par exemple. Je dis bon OK, mettez-moi pour ça, c'est normal que m'accepter son geste vis-à-vis de moi. Mais si une organisation quelconque t'a dit mon cher ou pour le président d'Haïti, besoin tel contrat par bon temps, le refus est immédiat. Immédiat, ça c'est nous-mêmes ça, c'est LDLP ça, c'est notre panache, comme dit Roger Gaillard. Donc acte pour les Slimaniga, mais il faut nous passer à l'autre question parce que nous avons un problème avec un candidat, l'ol parler net. Ah bah précision, parce qu'il faut pas précision pour le peuple là. Premièrement, c'est une remarque, nous avons une émission faite en créole pour que le peuple participer plus. Et deuxième question, c'est concernant l'environnement politique pour réaliser réforme agraire avec modernisation de l'agriculture là. Dans M. Maniga dit nous, c'est du consensus national qui va être fait en jeudi et 8 février pour répondre à une question que M. Dominique a posée dans le commencement. 8 février 88, quand on a passé pour démocratie à Chita dans le pays en jeudi à 8 février 88. Nous avons pris une question auditeur, ils comprennent très bien que depuis question commencé à grainer, les Slimaniga avec moi, nous mangeons bois créole nous comme ça doit être. Alors, question 1, il vient correr avec une question écrite que un auditeur a été posé dans l'autre numéro. Après tout ça qui finit passer avant hier soir, plus tout ça qui a continué à passer dans le pays, est-ce qu'on croit que l'élection a fait tout bon vrai 29 novembre. Donc, un contexte politique que problème électoral la vient poser et que l'auditeur est à remettre pour éclaircir. Bon. Mais les faut coûte. Parce qu'il y a pile question. Mon cher, bon temps. Prolonger, vous faites mon revenu. Parce que même pour me répondre, il faut me répondre avec précision, il faut me bailler détail. Ce n'est pas seulement habitude pour l'université, c'est parce que nous n'avons pas rempli l'occasion. Quand on coûte, il faut bailler précision pour nous clair et convaincu de ce qu'on dit. Il faut bailler illustration. Bon, c'est vrai qu'on a un climat politique qui subitement détérioré dans le pays d'Haïti, une fois de plus, parce que c'est de crise en crise n'a passé dans le processus ça, depuis 7 février jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une situation très grave pour qui ça. Parce qu'effectivement, la dernière bataille qu'a livré là, pour empêcher l'élection faite. C'est très net et très clair. Il y a besoin de créer un climat de désordre, besoin de créer un climat de sécurité, de manière pour ne pas continuer à inscrire, j'ai une possibilité de continuer à inscrire, et surtout pour jouer vote là, pour ne pas être sur l'élection en croyant que l'élection n'est pas possible. Il y a trois bagailles, moi-même, dans les médias de ça. Premièrement, une position très ferme à cet égard. Nous-mêmes, dans la DNP, nous disons, nous prenons l'élection, nous continuons le processus électoral là, il n'y a pas caponner nous, le peuple n'a pas doué pour laisser caponner, sinon, un petit groupe monde n'a pas empêché, le peuple a choisi le prochain gouvernement pour nous sortir dans la situation où il est là. Il faut réfléchir bien. Nous ne pouvons pas laisser un petit groupe monde empêcher le processus électoral à continuer parce qu'il faut qu'on ait l'élection, c'est le seul moyen pour nous sortir dans la situation où il est là, pour nous enfin capable de mettre nous. On a un problème. Parce que c'est ça la réalité. Comprenez bien, des décisions doivent être prises. Il faut des décisions, on prend. Ça qui arrive là, c'est que il y a des critères traînés. On nous prend question d'échange là, qui à l'origine, tout ça qui passe qu'on y a. Question d'échange là, et ensuite affaire article 291 là. Question d'échange là, ça lié. Je ne peux pas rentrer dans aucune individualité parce que moi-même, dans la campagne électorale, je ne peux pas concevoir du tout qu'un homme pour attaquer un monde, dénigrer un monde, ou mettre un monde dans une situation difficile. Oui, mais de temps en temps, on fait allusion. Non. Je pense simplement, non, des comparaisons sont possibles. Je pense que non, des comparaisons sont possibles. Ah non, écoutez. Non, mais Jean qui me suis dit, si insiste là, tu m'as bon pour qui ça. Moi-même, je ne pas te connaître. C'est l'île dans le journal et c'est propre parti de là qui dit. Si c'est un bagage qui m'a révélé, je ne vais pas révéler. Mais que c'est eux-mêmes qui publient dans le journal, à ce moment-là, je cite un bagage qui publie dans le journal. Comprenez bien. Parce que c'est ça éthique là. Si l'homme te dit mon cher, si mon moyen te dit mon cher, monsieur arrivé à tel bagage, je ne vais pas dire. Mais là, je lis dans le journal, propagande propre parti, que c'est ça le fait, à ce moment-là, je dois citer, parce que c'est lui qui publie. Ok? Bon, c'est une question de morale et d'éthique. Bon, maintenant, bien sur question d'échange là, et ensuite question de ce 91 là. Ça qui passe. Question d'échange là, ça le voulait dire. Il veut dire le pouvoir législatif, c'est-à-dire les chambres,
contrôle la gestion par l'exécutif des deniers publics. C'est définition des charges là. OK? Bien. Ça signifie donc que normalement, l'on nomme TG comptable des deniers publics ou passer par une procédure de contrôle et au bord des charges. Mais là, il y a tout le monde des charges. Comprenez ça qui vient pour le produit là. Ça signifie que même les gens qui méritent des charges dans une situation difficile, parce que pas dire mon cher, ou des charges parce que tout le monde, c'est pas parce que vous vérifiez contre eux ou correct. Donc même les gens qui méritent qui bénéficient de 2 centimes jamais, parce que lui-même il a passé normalement. 2 ou 3 passé normalement. Donc, au grand problème là, savoir que tout le monde passé, alors tout le monde passé sans examen sérieux, les vins à faire une farce d'abord, c'est évident, disons le mot, et ensuite une immoralité. Parce que si tout le monde qui demande des charges gagne, ça signifie qu'il n'y a pas de corruption du gouvernement Jean-Claude. Et ça signifie qu'on ne peut pas poursuivre Jean-Claude, puisque c'est par la responsabilité ministérielle qu'on est capable de poursuivre de corruption. Or, si tout ministre qui demande recevoir des charges automatiquement que demande, ou crée un problème politique extrêmement grave là. Donc, c'est le premier problème qui vient là, c'est que là, tout le monde a des charges, avec fort de décharge, là, il dit qu'on y a, non, là, il faut, on n'est pas arrêté. Il arrive sur 291, deuxième obstacle. Maintenant, gros problème. Nous-mêmes, position nous prendre très nettement, il y a incendié siège central CEPA, il y a incendié maison de commerce Emmanuel Ambroise, nous condamnons ça sans réserve, mais sans réserve. Et nous pensons que voilà le genre de choses qui ne doivent jamais faire dans le pays d'Haïti, voilà le genre de choses que faut un homme vigilant, faut un homme demander justice, et faut justice faite sur question ça tôt ou tard. Donc mes positions nous prennent 2 principes. Mais m'ajouter ensuite ceci. Quelle que soit critique que l'homme capable de porter contre CEPA, quelle que soit objection capable de faire sur une procédure, en aucun cas, ça ne pourrait justifier des incendies criminels. Bon, maintenant, il y a des points soulevés. Alors, c'est là le problème intéressant. Moi, je pense très normalement que CEPA gagnait effectivement un certain nombre d'explications que le capable de payer. Parce que, bien sûr, on dit, bon, ou pas notifier nous à faire concertation. Bon, ok, notifier, bon, il est capable de dire, mais pour qui ça ne pas faire? Parce que tel doit faire tel bagage, c'est pas une affaire de contestation. Mais c'est lui qui pour répondre, il y a des questions à clarifier. Maintenant, si nous venons sur question élection, quand même, moi, je dis ceci. C'est pas la première fois que nous prenons des positions pareilles. C'est pas insécurité qu'a créé par certains qui a empêché l'élection faite. Parce que dans plusieurs pays du monde, qu'on a une insécurité partielle, l'élection faite. Dans plusieurs pays du monde, il y a troubles, élection faite, il y a violence, élection faite. Je ne parle pas seulement de Philippines, côté guerrier, il y a élection faite. Salvador, côté guerre civile, élection faite. Donc, c'est pour nous déterminer, pour nous sortir dans la situation par élection. Maintenant, dans la question que tu as posée, dans ton dernier aspect, si j'ai bonne mémoire, je t'ai parlé de rassembler, d'unité, bah, ça, et puis nous ne pouvons pas réussir à faire unité. Attention. Unité désirable avant les élections, c'est entendu. Mais nous-mêmes, nous proposons une formule qui est réaliste. Nous-mêmes nous dit, le peuple a choisi au monde, soit au premier tour, les autres mettaient autour de lui, soit au deuxième tour d'y passer. À ce moment-là, il fait appel à tout le monde, c'est lui qui va réaliser l'unité, parce que le peuple a choisi, il va réaliser l'unité derrière son programme et son leadership, et puis il va mener tout le monde ensemble, sans exception, sans exclusive de principe, à partir du moment où vous acceptez le programme, et bien vous venez nous collaborer. Je vais 2 exemples. Et deuxième, je vais exemple Betancourt. Le peuple a choisi Betancourt comme président après du renversement de dictature Pérez Jiménez. Betancourt relève Caldera, il relève Jovito Villalba, 3 partis principaux, ça forment un gouvernement de coalition. Pour sauver Venezuela ensemble. Mais le peuple a choisi une là-dedans, il va donc clair mandat. Donc nous, pour unité, s'il est capable de faire avant l'élection, nous d'accord. Nous-mêmes nous disposer participer à des négociations pour unité avant l'élection. Mais nous pensons que le plus réaliste que nous faisons après, pour qui ça? Parce que l'homme de Yomoun, on fait unité. Il y a deux pour qui ça, c'est pas moi choisi comme candidat unique. Pour ça, c'est pas l'autre, pas de critères. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisi, il y a possibilité autour de mon peuple qui choisi pour union en fait, normalement. Moi, là, il me semblait que l'autre a intervenu sous question des charges avec article 291 là, où tu insisté en pile sous des charges, et sous 291 là, où bail 2-3 mots, étant donné que l'Islam c'est qui parle net, donc où tourner sous même style de réponse ça, où dit que des charges là, c'est un bagage qui t'est fait dans un bagage va vite, de bouille vidé, et que l'immoral. Bon, tout le monde suit vous sous terrain ça. Mais problème qui t'est posé à qui finit par incendie conseil électoral provisoire, c'est le problème de 291 là. Homme, il y a l'impression que sous 291 là, position position parti ou, pas aussi tranchée que position, disons, CEPA dans le dernier communiqué. Ah, mon cher, il faut le texte, il faut rappeler le texte. Non, ça me sort fait ça me fait non, parce que non, vous dites me faire vite, elle est obligée, moi, j'ai pensé à faire vite, là, si vous voulez me développer, bon, je vais développer avec plaisir. Article 251 là, ça lié.
Nous expliquons là-dessus à cet égard. Nous publions quelque chose dans la nouvelle liste sur lui, nous publions quelque chose dans la radio sur lui, nous faisons interview sur lui. Ça lié. Sont une décision politique. C'est une sanction politique par rapport à monde qui était associé à une dictature. Nous mettons interdit politique sur eux pour 10 ans. C'est ça, c'est de ce conférence-là. Moi-même, moi, dis à plusieurs reprises que c'est pas seul cas gain dans l'histoire. L'histoire politique comparée montre nous qu'effectivement, à la leur renversion gouvernement qui était réuni, nous mettons un ban. C'est banni, donc nous mettons interdit politique sur des gens qui étaient trop étroitement associés à la dictature là et qui représentaient ancien régime là. Dans passant au nouveau régime, ils disent bon, pendant un certain nombre de temps, on ne peut pas faire activité politique. Ça signifie deux choses. Premièrement, qu'on doit avoir l'autre activité. Parce que comprenez bien, il n'y a pas de nègre qui dit oui, ils ont exclu de droit. C'est pas vrai. Parce que si on a l'argent, si on veut investir dans le pays, ils investissent dans le pays, ils développent pas faire, il n'y a pas aucun interdit sur eux pour ça. Donc il n'y a pas interdit dans l'activité ni de présence ni de vie, il y a interdit d'activité politique, c'est-à-dire pas associé à un nouveau régime alors qu'il était opposé à l'ancien, il est bien sûr que nous parlons vers un changement. Mais deuxièmement, interdit à lui-même ça lié. Nous devons que nous clair à ce sujet. Interdit à lui précis dans la Constitution. Sauf bagaille les clameurs publics là qui d'ailleurs sont bagailles qui restaient un point d'interrogation, mais interdit à très net. Il dit sous tes artisans de la dictature. Bon, c'est très net et très clair, mes amis. Attention. Sont bagailles qui pour moi d'une clair que coup de cocoyer. Artisan de la dictature, donc faut être artisan. Maintenant, artisan, il dit à quel titre? Et il bat tout. Alors, il dit est-ce que tu es ministre? Est-ce que tu es député? Est-ce que tu es sénateur? Est-ce que tu es ambassadeur? Est-ce que tu es consul? Est-ce que tu es membre parti dans la dictature? Est-ce que tu es écrit pour lui? Est-ce que tu fait discours pour lui? Il y a bon, un certain nombre de cas précis. Donc, si ou pas tomber sous cas ça, comme ce fut mon cas, moi parlant, aucun problème. Ou pas préoccupé de la dictature, mais sous tomber sous lui. À ce moment-là, comment on peut appliquer le sous? C'est là que moi-même, moi, t'ai toujours dit un bagaille. Dès la paix de 80, t'ai toujours dit. Me dit avec d'autant plus de facilité que moi-même, en aucun cas, me battre de sortir de ce pour pas appliquer une indulgence. Moi, je dis simplement ceci. Supposez que Yoneg est entré dans le gouvernement, le ministre, les députés. Bon, il n'a pas fait rien vraiment pour la dictature, mais la PC est isolée, la PC est boulée, etc. Et puis, brusquement, la proposition contre lui, il combat. Moi, poser la question suivante. Est-ce qu'il ne faut pas, dès 80 me poser la question, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte des mérites acquis sur le chemin de la liberté? De Gaulle était l'ami de Pétain. Heureusement, il n'y a pas de jambe pour la capitulation. Il était l'ami de Pétain. Supposez qu'au début, il était fait un acte Pétain. Et puis après, il quittait à Londres. Et puis, il prend cette résistance-là. Après, on a dit, mon cher, tu fait un artisan du pétainisme. Donc, je ne peux pas tenir compte de ça. Moi, je pense que l'article dit ça de manière très claire, il faut appliquer. Mais que dans l'application, le CEP a été indulgent. Parce que comprenez bien, il y a trois positions possibles. Le CEP a été indulgent. Mais oui, c'est opinion pas vrai, le CEP a été indulgent. Ou il y a trois positions possibles. Ça a été annoncé, c'était même membre CEP de dire, sévérité extrême. Ou l'autre qui te dit, il y a fait que le CNJ a préparé pour problème qui était tout pour passer. Ils ont adopté la solution médiane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une sévérité extrême. Ça veut dire qu'ils ont quitté 2-3 graines passées. Mais oui. Et d'autre part, ils non plus, ils n'ont pas quitté tout le monde passé parce que bon, monsieur Sayo, tu es trop visiblement associé à la dictature. Moi, je trouve que, puisque par l'examen et carnet, nous devons son professeur était compris par le sévère net. Il n'est pas facile net, mais il essaye honnête. C'est comme ça, moi, question. Naturellement, étant donné son fait dit que dans la campagne, on a une éthique, on ne pas citer non monde, on va demander, dit. Ah non, on ne va pas citer non personne. Non, on connaît très bien, on ne va pas citer non. Bon, Leslie, en nous coûtons l'autre question là, parce que, il y a une latrière question qui a grenaise ou non. Il y a 10 questions, et nous avons 10 minutes. Donc, il y a 1 minute par question. On a prolongé pour répondre tout. Allons, dictateur, c'est Leslie. Non, pas du tout, au contraire. Disposez parler, expliquez-moi. C'est toute question, vous voulez. À travers de tout et questions posées, Guillaume est très important qui attire l'attention, moi, mais posé à M. Leslie Maninga. Et moi, je regarde que toute province, denrées, café, cacao, oranges, toutes sortes de bagailles qui aux environs de toute république en définitivement, qui encore à essayer gaspiller et paysans pas gagner un prix que le trouver pour eux. À travers campagne et plan gouvernement li, dans mais dit monsieur que en tant que les mêmes c'est un patriote lié spécial, dans mais dit monsieur qui ça le prévoit
pour paysans ça yo. Parce que dans ça yo ta cap mettre ti moun l'école, était capable faire économie pour moun sa yo, mais yo était gaspillé et pas gen ni agronome qui pour aider moun sa yo. Dans même monsieur dit yon bagay pour m'tendre dans plan campagne qui ça le gagner pour paysans qui en province qui pas rentrer dans la capitale là. M'après pour nous en 3 points rapides. Premièrement, un problème de commercialisation produit ça yo, parce que là yo produit un côté faut yo des moyens pour aboutir au marché de consommation. Donc c'est un problème de piste agricole, de route, etc. et de circuit de commerce. Un deuxième problème, c'est le problème prix. Sous question prix, nous très net et très clair, nous pensons que faut l'État intervenu pour empêcher que les paysans victimes effondrement des prix. Et nous avons plusieurs bagages nous proposer pour ça. En particulier, par exemple, nous proposer une caisse d'amortissement et de stabilisation des prix des produits agricoles. Une caisse interne. Rappelons, comme tu as parlé tout à l'heure, de possibilités pour, sur le plan international, nous adhérer à une convention qui garantit nous une stabilité de revenus que nous sommes capables de répercuter sur les paysans. C'est net et clair. Maintenant, un bagage qui est très important. Moi, penser très sérieusement que avec le mouvement coopératif que nous allons développer, avec le mouvement participation et motivation, on pourra joindre des solutions proposées par les paysans eux-mêmes, par les coopératives elles-mêmes, pour un certain nombre de problèmes. Par exemple, problème conservation. Problème conservation, ou bien stockage d'abord, condition pour améliorer le stockage, ou bien problème industrialisation ensuite, qui permet de continuer à produire et distribuer le produit même en époque ou pas dans la saison, par exemple. Ou un problème de mangue. Nous sommes les prix en 59 à Jamaïque. Je ne suis pas arrivé dans la période mango, mais manger mango et me boire mango, parce que une industrie de conserve de mango. Donc, il y a une possibilité là, par l'industrialisation, pour gagner, conserver et empêcher donc avilissement des prix. Nous-mêmes, sur question, nous prenons. Pendant la campagne, les paysans posent nos questions. Nous répondons de la manière suivante. En résumé, nous dit premièrement, origine baisse prix pas en Haïti. Mais nous sommes capables d'empêcher que les paysans victimes de lui en prenant des mesures en Haïti ou à l'échelon haïtien. Deuxièmement, un problème important, c'est qu'il ne faut pas que des intermédiaires, quels qu'ils soient, prennent l'essentiel du profit de ce qu'on appelle la plus-value agricole, c'est-à-dire de sa paysan produit et que le capable de produire en plus au point de vue rente de la terre ou rendement agricole. Donc, il faut nous faire de telle sorte que c'est moun qui cultive qui est la majeure partie, prix, produit que le bail là, c'est son principe fondamental de justice. On agit sous ça, d'une part, en diminuant les bénéfices des intermédiaires, d'autre part, en réduisant ou même en supprimant taxation agricole. Mais alors, attention, au gros bagage qui est important que personne ne peut soulever de manière sérieuse, sauf une institution, c'est l'épargne rurale. Nous songeons l'aime avec mon connaissance au journal en pleine. Mon connaissance que mon cas, un paysan, un vieux paysan, ça peut exister encore malheureusement, qui est mal rempli de gouttes, soit verre à manger, soit incendie tué, pour que ça parce qu'il n'y a pas de pratique la banque. Gros problème d'épargne rurale, nous ne savons pas à quel niveau lié, puisque paysan, normalement, dans ce système, c'est qu'on créole là qui te permet d'épargner, c'était compte en banque. Ou bien parfois non outillage, mais une étude qui pour faire sous épargne rurale, comment le faire aujourd'hui, comment pour stimuler lui, comment arriver à créer des caisses rurales pour le crédit plus tard pour l'investissement, il y a tout le bagage ça qui est important, qui va permettre nous de faire face à des problèmes de ce genre. Mon bagage même sur le lit, c'est que il n'est pas juste que dans la société haïtienne, il y a des paysans seuls face à l'effondrement des prix, c'est eux-mêmes qui pour victime de lui, les mêmes qui travaillent, qui produisent, les décourager et l'abandonner de production, la bracher certains produits pour l'autre. Bon. On a passé à l'autre question sur l'agriculture, parce que si il y a 2-3 questions sur l'agriculture posées dans le public là. Nous avons demandé, M. Maniga, dans la réforme agraire, les comptes faire, comment il peut faire retirer toute bonne terre, surtout dans la vallée de l'Artibonite, qu'il en met tout gros militaire. Et l'armée lui-même, sous présidence là, que c'est pas l'autre, a toujours là. Donc comment le prend faire prendre terre ça pour le distribuer? Merci. Bon, pas oublier d'abord que nous-mêmes ne pas poser problème dans une seule donnée. Nous pas dire nous-mêmes pas faire réforme agraire prendre terre moun bail, nous pas dire ça. Nous dit pour réforme agraire ça dépend de région. Mais on parle d'Artibonite et on dit qu'il y a une catégorie de monde dans le pays qui a terre dans la région. Bon, on dit militaire, mais civil tout. Par contre, pourquoi on dit spécialement militaire? Parce que civil tout, une catégorie de monde. Bon, mais ça nous-mêmes nous répondons sur question ça. Premièrement, nous très net et très clair dans le programme nous. Nous pas penser que c'est pour prendre par la force tes moun et pour distribuer le point final. Nous pas penser ça. Nous-mêmes, nous proposition en faveur d'une réforme agraire et non pas d'une révolution agraire de confiscation sans compensation.
nous prenons exemple dans le programme, nous prenons exemple pays Caraïbes. Là, nous citons la plupart des pays Caraïbes, type de réforme agraire que fait. Nous citons même Cuba parce que les Fidel Castro ont commencé à réformer, ils ont proposé compensation sous forme de bons. C'est ensuite, puis dans difficulté, il y a un gouvernement américain, puisque c'est américain qui est le principal propriétaire. Ensuite, l'Elvin communiste, que l'adoptons leur type de solution. Mais première solution de débat là, c'est une réforme avec compensation, c'est-à-dire indemnisation des propriétaires. Bon. Je pense qu'on qui très clair. Il y a plusieurs exemples que nous étudions et qui montrent nous que résistance normale, grand propriétaire là, ce qu'on est capable de comprendre, il y a plusieurs manières pour réussir à créer réforme agraire là quand même. D'abord, je pense qu'on premier bagage. Un combat qui est fondamental, le principe la terre à qui la cultive là, pas appliqué seulement à paysannerie. Attention. Ça, c'est un bagage que honnêteté obligé de me dire une réponse ma baoua. Un homme qui gagnait 100 carreaux de terre, mais qui plantait 100 carreaux de terre, là-bas, haut rendement. Réforme agraire pas dit pour prendre 100 carreaux de terre pour partager, pour faire 10 fois 10 carreaux ou bien 20 fois 5 carreaux, non? Absolument pas. Parce que réforme agraire dit la terre à qui la cultive, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, c'est ça le problème, posé. Sous une entreprise agricole qui a fonctionné normalement, qui cultive normalement, ou pas être l'autre type de justice sociale, soit entreprise, ça, on va pas le prendre immédiatement, diviser, et puis la finir, ou détruire une habitation qui a fonctionné normalement, sur le principe moderne, à haut rendement. Absolument pas. Ça, c'est une question pour bien comprendre. Donc, pour nous-mêmes, mon premier bagage qui est important, la terre à qui la cultive. Deuxièmement, l'homme pas cultiver terre, ou absenter sous terre. Et puis, ou mettre moun sous lui, ou bien quitter terre en friche. Alors, ça intéresse nous, parce que ça qui intéresse nous, c'est la production. C'est pas seulement un problème de justice sociale, c'est aussi un problème économique. L'homme gon terre, ou bien cultiver les conditions médiocre, c'est-à-dire qu'on mettait sous lit pour refuser outillage moderne ou refuser conditions de modernisation. Ou ne pas cultiver du tout, alors que nous avons un problème de production agricole et de nourrir la population et d'exporter. Ça, oui, l'État n'a pas été intéressé là, ça, pour le mettre dans le cycle de la production. Et c'est alors qu'on rachète terre avec un système, c'est pas pour pas le payer le cash immédiatement qu'on doit prendre. Il y a deux moyens qu'on est capable de faire. Ou bien on fait un système de bons, comme on le fait dans plusieurs pays, ou bien ou associer mon progressivement à nouvelle production pour rembourser lui, ou bien alors à Taïwan ils font bail original. À Taïwan, ils prennent un certain nombre d'entreprises agricoles, d'entreprises de l'État qui ont des actions et au lieu que yo bon des bons, yo bon des actions dans l'entreprise d'État, donc on vient actionnaire dans l'entreprise d'État ou passer ainsi de l'activité agricole qu'on pas de faire suffisamment, qu'on y a une activité industrielle qu'on est intéressé. Mais il y a une forme de dédommagement et d'indemnisation. Maintenant, attention, le problème de justice que nous devons poser dans la réponse à la question, non. Si terre, on va parler de c'est voler dans mes paysans, ça se trouve tout autre problème. Parce qu'il y a la justice qui doit rétablir les vrais propriétaires de leurs biens, ça c'est l'autre question. Parce que ça c'est une question de justice. Si on vole ou terre, on va continuer à bénéficier de lui. Maintenant, si on gagne ou terre et on pas cultiver, alors à ce moment-là, oui, vous tombez dans un domaine de possibilité de réforme agraire. Malheureusement, il est 3h29 et nous avons pour nous philo l'heure. Déjà, nous prenons une demi-heure dans le philo qui c'est le loyau, qui sont importants. Et nous allons mettre fin à programme Jodia. Je vais résumer pour nous. Jodia, nous te recevoir candidat à la présidence Leslie Maniga, leader politique du RDNP, Rassemblement démocrate national progressiste, et nous t'avons parlé principalement de politique agricole RDNP, politique agricole candidat à la présidence là. Ma baille Leslie Maniga exactement une minute pour lui parler d'un projet que Patil l'a proposé, Maison du Peuple, qui c'est une structure qui est capable d'aider dans le développement agricole pays. Oui. Une minute. Nous ne pouvons pas parler de projet agricole RDNP, projet de développement rural RDNP avec éducation, tout le monde. Ça ne pas parler de Maison du Peuple. Là. Pour nous, c'est la Maison du Peuple. Là. Nous pouvons couvrir le pays, donc réseau de Maison du Peuple. Ça signifie que chaque côté n'a créé une Maison du Peuple, là, par exemple dans la section rurale, capable de gagner une au bout central et deux à chaque extrémité, ce qui signifie que nous prévoyons à peu près environ 2000 Maisons du Peuple sur tout le territoire, puisque il y a 560 sections rurales. Sa Maison du Peuple, là, d'abord, son lieu de formation. C'est très important.
Parce que là, vous gagnez des gens qui viennent recevoir en formation, que ce soit formation classique, formation professionnelle, etc. Son lieu de prestation de services, vous avez un médecin, vous avez aussi les médicaux, vous avez un agronome, agent agricole, ingénieur, enseignant, sociologue, pour offrir service à la communauté. Son lieu d'éducation communautaire, vous êtes habitué à venir pour apprendre l'esprit coopératif et développer l'esprit coopératif. Son forum pour débattre des questions d'intérêt commun, son bail démocratique lié. Il y a venu là réuni, qui ça pour faire, qui problème nous gagne, comment pour résoudre le problème nous. Ils sont lieu de rencontre donc pour communauté. En même temps, la centre pour une politique de loisirs. Nous mettons radio, nous mettons appareil, télévision qui marchait à pile solaire, parce qu'il existait. Nous mettons pour paysans qui bénéficier aussi de tout ça. Et enfin, son côté, où non seulement la pour information, mais la pour recevoir moyens de culture et d'épanouissement. Activités culturelles, peinture, musique, créativité, tout ça pour réunir dans la Maison du Peuple. La Maison du Peuple va venir donc un centre fondamental d'activité régionale, de modernisation et surtout un point central de développement. C'est là que le paysan va réaliser, que la toute communauté va réaliser qu'il y a quelque chose de nouveau, puisque véritablement, l'ensemble des services, l'ensemble des centres de formation, l'ensemble des activités de loisirs et de culture, tout le bagage ça va réunir dans un centre qui a déplacé de l'activité nationale le sentiment que c'est lui-même qui a agi, c'est lui-même qui a motivé, c'est lui-même qui a participé, c'est lui-même qui a construit, parce que c'est ça qui est fondamental. Il faut que le peuple rendre compte que c'est lui-même qui a construit dans intérêt pali, dans formule pâle, en toute liberté, parce que quitter cette liberté, reconnaître cette liberté pour le penser, pour essayer de résoudre le problème et pour l'agir dans le cadre de l'État, bien entendu. 1 minute 30 secondes, nous entendons Leslie Maniga qui t'a parlé en dernière partie de Maison du Peuple, un projet que Patil voulait appliquer si il arrivait au pouvoir. Nous mettons fin ainsi à 1h30 d'intervention de candidat à la présidence Leslie Maniga, qui était sous thème agriculture, mais avec 2 ou 3 questions que le public a posées sous thème général politique Leslie Maniga, actuellement et après 7 février. Je remercie Leslie Maniga pour présence aujourd'hui dans le micro à Studio Radio Haïti. Je remercie l'auditeur qui téléphoné, m'excusez-moi en pile auprès de tout ça, et nous avons une quinzaine de questions posées que nous ne sommes pas capables de répondre, mais si au cas où nous avons un petit temps entre le nord, le sud, l'est, le centre, l'ouest, l'Artibonite, on est que, bon, un petit coup de téléphone, nous avons que l'auditeur ait la possibilité pour jouir de 1h30 dans ça, pour une prochaine rencontre avec Leslie Maniga.